Donc, madame, votre prénom? Josiane. Oui. Josiane qui nous vient de Nice et Alain qui nous vient de la région lyonnaise, nous savons que chacun a eu un vécu différent. Hein, il y en a qui ont fait des manifestations parisiennes, il y en a qui ont fait des manifestations de province, il y en a qui ont fait simplement des ronds-points. Et donc, il nous paraît intéressant d'avoir le témoignage et le vécu après 4 mois, parce que tous sont sur le terrain depuis 4 mois, et notamment après l'acte 18 d'hier, il nous a paru important d'avoir le vécu. Alors d'abord, hein, vous avez les micros, donc une petite table ronde. D'abord, la première question, c'est comment avez-vous connu le mouvement des Gilets jaunes et comment vous y êtes-vous implanté? On va peut-être commencer par Dominique de Bretagne. Oui, volontiers. Ça marche, si tu parles dedans, ça va marcher. Bonjour tout le monde. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, ça a été très simple. Je partais, ça va faire rire tout le monde, mais je partais chercher du pain. Et lorsque je suis allé dans un centre commercial, j'ai vu des gens en jaune qui m'ont dit « Vous n'allez pas entrer là acheter du pain ?» Donc je leur ai demandé bah, « Pourquoi je ne rentrerai pas acheter du pain ?» Parce que je suis assez tenace comme garçon. Et ils m'ont expliqué pourquoi. Donc je suis allé chercher mon pain et puis après je les ai rejoints. Voilà, parce que les idées me semblaient être intéressantes. Et il est vrai que depuis, ça a évolué dans le bon sens, quoi. Je veux dire, bon, je pense que la pensée des Gilets jaunes dès le départ, elle était bonne. Et il faut la poursuivre, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter maintenant, de toute façon, ça c'est sûr. Donc ça va pas, ça va nulle part, je pense que tout le monde est mécontent. Il y en a qui n'osent pas le dire, il y en a qui osent le dire, il y en a qui le disent à moitié. C'est tous ceux qui ne viennent pas nous rejoindre, je pense qu'ils ont pensé vers ça en se disant il est évident qu'on devrait faire quelque chose, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas franchir le pas parce qu'ils ont la trouille, parce qu'il y a le camp dira-t-on, il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec leurs opinions, et puis il y a ceux qui s'en foutent, un peu comme la plupart d'entre nous, de ceux qui sont en tout cas sur le rond-point. Moi j'ai 4 mois de présence et je lâcherai rien. Ok. Donc, Dominique, donc pour l'instant la question c'est le contact, comment vous êtes rentrés dans ce mouvement les uns les autres. Donc Dominique. D'accord. Alors moi je suis un peu gêné pour répondre à cette question parce que j'oublie très vite moi pourquoi je fais les choses. Maintenant c'était pour moi un petit peu comme une évidence, hein, comme si on m'avait pris par le dos et qu'on m'avait dit tu dois y aller parce que voilà. Je peux pas l'expliquer. Alors, même si, d'un point de vue raisonnable, effectivement, les revendications, pour moi, étaient très légitimes, aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi j'y vais aujourd'hui, c'est parce que je vois le visage du système qui est là, à travers les violences policières. Donc, je ne sais pas pourquoi j'y allais il y a 2 mois, je ne sais pas pourquoi j'y allais il y a 1 mois, je sais pourquoi j'y retournerai demain. C'est parce que je ne supporte pas de voir des gens éborgnés et mutilés et qu'on parle encore qu'on ose parler des vitrines cassées à côté de ça. Voilà. C'est pour ça que... Jean-Marc de Normandie. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, j'étais très sceptique la veille du 17 novembre sur la mobilisation que les Français pouvaient avoir. Car moi je suis à Résistance Républicaine depuis 2012 et voir un peu la façon dont les Français puissent sortir de chez eux pour aller manifester, c'est très compliqué. Mais le 17 novembre, j'ai été agréablement surpris car le matin, j'ai fait 2 ronds-points et j'ai vu extrêmement de monde, des Français, comme disait Christine, des patriotes. Et donc l'après-midi, moi je me suis engagé sur un rond-point il y avait bien 200, 300 personnes. Et quand on discutait avec eux, en fin de compte, on retrouvait les problématiques que l'on a tous au quotidien. Et je me suis dit, il y a quelque chose certainement derrière qui peut se créer. Et depuis 4 mois, j'enchaîne les ronds-points, discuter sur les ronds-points, sortir nos idées que l'on défend tout le temps, et manifester aussi tous les samedis. Encore hier, j'étais à la manifestation de Rouen. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de débordement, mais on voit qu'on veut nous canaliser, qu'on veut nous faire emprunter des rues bien particulières afin qu'on puisse avoir des gens avec nous qui cassent dans les magasins. La volonté, c'est de nous voir détruire. Il faut discréditer complètement le mouvement tel qu'il est aujourd'hui afin de le rendre
inintéressant au vu du peuple. Il faut vraiment annihiler ce mouvement, c'est le désir de notre gouvernement. Mais je pense que le gouvernement se trompe, je pense qu'il y a une poignée de Français qui est présente et qui continuera de toute façon. Et j'étais sceptique à un moment donné, mais je pense que ça peut perdurer dans le temps. Voilà. Thomas de Beauvais. Alors, c'est une question très intéressante, Pierre, pour ma part, concernant pourquoi j'ai rejoint les Gilets jaunes. J'étais, comme le camarade à côté, très sceptique au départ, parce que quand il s'agit de bloquer les gens qui vont travailler ou qui vont faire leurs courses, je suis toujours contre. Voilà, bloquer les gens comme des CGTistes, comme des stipendiés du système, les emmerder, les empêcher d'aller bosser, voilà, je trouvais que l'idée mauvaise au départ. Donc voilà, je bats ma coulpe aujourd'hui, puisque j'ai rejoint très vite les Gilets jaunes à partir du 17 novembre, déjà aussi sur ordre du président du Parti de la France qui a dit on soutient ce mouvement antifiscal, même si j'étais très sceptique, j'ai obéi aux directives du parti et je n'ai pas été déçu du tout puisque j'ai fait ma première manifestation le 17 novembre à Beauvais. Donc, en fait, en tant qu'observateur, je vais voir qu'est-ce que ça va être, qui va y avoir. Et là, déjà, je retrouve sur un des ronds-points de Beauvais 2000 personnes avec des gilets jaunes. Une ambiance bon enfant, des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, de sortir dans la rue, et tous des gens, on va dire, un peu de la même sociologie, même si je n'aime pas cette soi-disant science, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, et qui rament pour boucler les fins de mois. Et que des gens qui en avaient marre de payer presque 1,50 € leur litre d'essence, qui n'en pouvaient plus. Et cette spontanéité populaire, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et l'ambiance était véritablement patriote, était française, et était véritablement anti-fiscale, chose que nous ne retrouvons plus malheureusement aujourd'hui. Et véritablement, là, j'ai su ce jour-là, et après quand j'ai fait ensuite un rapport politique en interne au sein du Parti de la France, j'ai dit, là, il y a quelque chose. Alors, je n'étais pas le seul du Parti de la France y être allé, et tous ceux qui étaient allés sur le terrain en observateur, voir un peu ce qui se passait, puisqu'au début c'était la première, on ne savait pas comment ça allait se passer, il n'y avait pas d'organisation en tant que telle, les gens se sont réunis à différents endroits, partout en France, et là on a senti qu'il y avait quelque chose, une révolte, mais bon enfant, parce que c'est devenu une révolte, on va dire violente, suite. Parce qu'il n'y avait presque pas de présence policière et tout se passait très bien sur ce rond-point à Beauvais où il y avait à peu près 2000 personnes. Même les gens avaient un peu envahi la rocade. Ça s'était passé très bien. Et dès la semaine suivante, il y avait une présence policière agressive. Très agressive. Et on se dit, c'est pas possible. Pourquoi ils sont aussi agressifs alors que tout se passe bien? Et même en province, dès le début, ils se sont inquiétés, je pense, au sein du gouvernement, en se disant, attendez, il y a des milliers et des milliers, parce que s'il y avait 2000 personnes à Beauvais, je ne sais plus combien il y en avait le 17 novembre sur toute la France, et il y en a eu de plus en plus après, et ils se sont dit, attention, là il y a quelque chose, là il se passe quelque chose, même s'ils ont méprisé, et là ils se sont dit, attention, il y a quelque chose et qui risque de perdurer. Alors, après le 17 novembre, ils se sont dit, bon, allez, ça va être un week-end. Et non, en fait, ça a continué le week-end suivant, plus le week-end suivant, et là, on a eu l'utilisation de la police, des forces de l'ordre pour provoquer le désordre au service du gouvernement. Car l'objectif de ces violences policières, de cette répression insupportable des Gilets jaunes, est en fait d'opposer des Français à des Français. C'est ça, parce que sachez qu'au sein des forces de l'ordre, il y a beaucoup de forces de l'ordre, il y a beaucoup de gendarmes, il y a beaucoup de policiers, et ils ont des familles, et ils ont des gens, même si les gens soutiennent les Gilets jaunes, et voilà, ils ont leur frère, leur mari, leur père, qui va toutes les semaines sur les manifestations de Gilets jaunes, et aussi risque de se prendre des pavés, se prendre ce genre de choses. Donc ça a été une volonté du gouvernement de faire dégénérer ces rassemblements pacifiques en utilisant les forces de l'ordre pour provoquer malheureusement le désordre. Donc ça c'est un changement dont j'ai pu m'apercevoir sur le terrain, et à Beauvais, et également à Paris, puisque je suis allé aussi à Paris à certaines manifestations. Mais je crois qu'on tient là quelque chose de profond. Et c'est à ça, l'État ne s'y attendait pas, le gouvernement ne s'y attendait pas, Macron, qui jusqu'alors était sur son petit nuage, ne s'y attendait pas, et malheureusement, bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, je pense que le fait de ne pas avoir voulu se politiser a été une grave erreur. Parce que quand on conteste des orientations politiques, quand on veut un changement politique, eh bien on fait de la politique. À force de dire on est apolitique, non, on ne fait pas de politique, bah, qu'est-ce qui arrive? Parce que, en gros, la politique, ça veut dire être apolitique. Ça veut dire ne pas revendiquer ses idées
on va dire, de droite, réactionnaire, patriotique, nationaliste. C'est juste ça, être apolitique. En général, quelqu'un, quand il dit « Ah non, non, je ne fais pas de politique », ça veut dire qu'il n'assume pas ce qu'il pense réellement. Et à avoir fait de l'apolitisme, eh bien, ça a été politisé à gauche et à l'extrême gauche. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Alors c'est vrai dans l'environnement, mais c'est également vrai en politique. À partir du moment où vous dites non, non, moi je ne fais pas de politique, mais vous inquiétez pas, on va en faire pour vous. Et c'est ce qu'a réussi, malheureusement, à faire pour l'instant l'extrême gauche, puisque je pense que le mouvement des Gilets jaunes est à un tournant. Enfin, concernant mon expérience personnelle, je l'avoue aujourd'hui, je me suis trompé au début, avant le 17 novembre, croyant que ça allait être quelque chose d'inorganisé, qui ne marcherait pas, qui ne serait pas populaire, et bien au contraire, et je crois que c'est justement sur cette révolte antifiscale, cette spontanéité populaire qu'il faut aujourd'hui, c'est avec ceci qu'il faut relancer le mouvement des Gilets jaunes qui malheureusement s'essouffle et est en train de se faire gangréner par la vermine d'extrême gauche qui est, je pense, téléguidée par le gouvernement. Merci Thomas. Josiane, donc, qui nous vient de Nice. Oui, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc moi j'ai commencé parce que, vous savez, Nice, tout en étant la 5e ville de France, c'est une petite ville. Tout se sait, l'information passe. Alors on a appris le 16 que le lendemain, eh bien, il y avait une manif à Nice. Ah, pour une fois, il bouge. Alors, donc on s'est rendu et il y avait énormément de monde. Beaucoup de femmes. Il y avait 60% de femmes. De tous les âges, et elles étaient là, on était sur la promenade des Anglais, on bloquait tout, c'était parfait. Et surtout, il n'y avait pas d'agressivité. Des travailleurs, des gens, des retraités, puisqu'on a beaucoup de retraités à Nice, 35% de la population a plus de 65 ans, c'est quand même... Et donc c'était spécial. J'avais jamais vu ça. Je ne suis pas niçoise, mais je vis à Nice depuis 60 ans, donc je le suis presque. Et donc nous avons défilé. Et là, on entendait tout ce qui a été dit tout à l'heure, les revendications, la contestation du coût de la vie, la contestation de l'augmentation de l'essence, tout ça, tout était clair et très, très bon enfant, très jovial. Ce qui était intéressant. La fois d'après, donc depuis le 17 novembre, j'ai participé à toutes les manifestations et je me suis infiltrée dans les groupements qui se sont constitués. Alors évidemment, à Nice, vous savez qu'il y a une population très très à gauche, même si on est sur la Côte d'Azur, et là qui a commencé à animer. Et là, je me suis opposée. Je dois dire que j'ai été une élue. Donc certains sont venus me menacer parce que vous étiez avec un tel, donc monsieur fait partie de la France, mais moi je connais très bien tout ce milieu, et j'ai été élue de la ville. Donc ils sont venus me menacer, je les ai menacés aussi parce que j'ai dit, et ce problème de l'immigration, évidemment, ne veut pas. Et on est arrivé. On est arrivé à quoi? On est arrivé à scinder le groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe gaucho et un groupe qui parle de l'immigration chez nous. On a fait ça. Et c'est pas mal parce qu'on récupère des gens qui étaient partis. Il est un fait qu'on a moins de monde aux manifestations, mais que ça continue encore. Et hier, j'étais à Paris, puisque je suis allée me promener dans la manif d'hier de Paris, et j'ai reçu de l'information de Nice, on m'a dit on était toujours aussi nombreux. La première fois, on devait être 7 à 800 personnes. C'est beaucoup pour Nice, parce que les gens n'aiment pas. Le Niçois n'est pas quelqu'un de très volontaire. Il ne se montre pas. Il fait en catimini, mais il n'ose pas, parce que ça ne se fait pas. Et puis, on est très tributaire à Nice des hommes politiques qui sont en place. Monsieur Estrosi, qui est un ami de Macron, vous le savez, et oui, c'est ça, et donc a critiqué, les rues étaient barrées, mais il fallait voir ce qu'il faisait. Ça ne nous a pas empêché de continuer et d'aller. Monsieur Ciotti, il faut en parler de celui-là. Il a soutenu les Gilets jaunes les 2 premières fois, avec Gilets jaunes, et maintenant il attaque les Gilets jaunes d'une façon invraisemblable. Il change, vous voyez, ce sont des gens... donc le Niçois a peur d'être vu parce qu'on est vachement photographié, filmé et tout, en permanence. Alors il doit se dire, ah oui, il y a un tel, tout le monde se connaît, il doit se dire, elle est encore là, celle-là, et ben oui, je suis encore là. Et donc ils sont très, très, très préoccupés par leur devenir personnel parce qu'il y a un individualisme invraisemblable. Donc ça n'empêche pas les taxis. À Nice, on a beaucoup de taxis Gilets jaunes, beaucoup. Les taxis, les gens âgés sont moindres, mais il y en a quand même. Alors aujourd'hui, on arrive dans les manifs
avoir 300, 400 personnes. Et les ronds-points ont été détruits. Ont été détruits par le préfet et par les mouvements de gauche, en collaboration avec M. Estrosi, il faut le dire, parce que Estrosi a dans ses équipes autour de lui, et il a au cabinet du maire, une ex-députée, une ex-candidate de Macron, qui est à l'intérieur. Vous comprenez? On a cette salade niçoise qui se trouve partout, partout. Alors on est là, on se dit, et oui, on est dans un circuit, nous devons donc continuer, mais il y a la volonté, il y a la volonté. Et ce que moi je trouve bien, c'est que nous sommes arrivés à faire deux groupes différents. Nous allons alors on m'a dit, ça il faut que je le dise, parce qu'on circulait, il y a une bonne femme à une réunion qui vient, puis qui dit, parce que moi je m'infiltre, je fais comme la gauche, j'ai travaillé dans une administration d'extrême gauche, alors je les connais. Alors j'y vais, puis je dis verront bien, puis je leur réponds. Et alors, il y a une bonne femme qui dit, vous savez, j'ai quelque chose d'important à vous dire, dans la manif, il y avait une personne avec le rond et la croix, c'est-à-dire Occident. J'ai dit, je demande la parole, mais on t'a pas donné la parole, mais je la prends quand même. Alors je vous dis, c'est une chose, j'ai dit, c'est que moi j'ai défilé aussi avec le Parti communiste français devant moi, inscrit en dos, le CGT devant moi, comment il s'appelle l'autre là, celui qui est facteur à Neuilly là, Vincent Senot, oui, voilà, c'est ça. Alors j'ai dit, alors où on chasse tout le monde, ou on chasse personne. Je dis, et nous continuerons. Et alors, le problème de l'immigration, c'est le problème dont on ne veut pas parler, mais dont nous parlons dans le groupe qu'on a mis en place, nous, parce que vous savez qu'à Nice, on est envahi, et on a eu la chance, il y a un mois, d'avoir le soutien des Italiens. Et ils sont venus avec les drapeaux italiens à Nice, et nous avons... Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très correct, en plus une femme. Nous sommes rentrés dans le Vieux-Nice, toutes ces petites rues, tout ça, et on criait quoi? Eh bien, on criait « Macron va fanculo ». Et tout le monde reprenait ça. C'était extraordinaire. Si vous aviez vu, on sait bien, on a bien rigolé, parce qu'on rigole beaucoup quand même. Et nous, on est très combattants. Merci. Merci, Christiane. Donc, Alain qui nous vient de la région lyonnaise. Bonjour à tous. Ce mouvement, on le sentait venir depuis déjà quelques mois, peut-être pas des années, mais des mois. Je suis élu conseiller municipal, j'étais aussi élu de la chambre de commerce, et à ce titre-là, je m'occupais des litiges fiscaux. Et donc, j'étais aux premières loges et j'ai vu ce que c'était l'administration fiscale en ayant souffert moi-même il y a quelques années. Et quand le mouvement du 17 novembre est arrivé, on s'y est rejoint parce que je conseillais des associations patronales, dont la Confédération nationale des entrepreneurs, qui s'appelle CNE, qui est un mouvement un petit peu poujadiste, mais ils ont leur volonté, et c'est des hommes sincères, et des hommes et des femmes sincères, et je les suis, et je leur donne les conseils qu'il faut. Et dès le départ, on a investi ce mouvement du 17 juin par diverses présences, 17 novembre, place Bellecour, et notamment à Lyon, le centre de Lyon. Dès le départ, je suis le titulaire de la marque, liste européenne, gilet jaune pour les élections européennes. Et donc, mais quand on voit le bazar qu'il y a eu par la suite, on a fait un petit peu machine arrière et on s'est dit, bon, on rentre sur Lyon, on a plus de choses à faire dans notre coin. Donc on a fait une association qui s'appelle Prendre 2 temps d'avance, parce que Colomb avait fait prendre 1 temps d'avance. Donc on veut s'opposer au retour de Colomb à Lyon. Et on veut lutter aussi, ce qui explique mon masque que Pierre voulait me faire enlever, on a fait la confrérie des francs-cochons pour lutter contre la porcophobie. Alors, donc, la confrérie des francs-cochons, on fait appel à tout le monde parce qu'il faut qu'il y en ait dans toutes les villes et tous les villages. Hein. Et comme ça, ils prendront peur et partiront. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dernière chose, pour les européennes, je les laissais pas un peu tomber alors que j'avais le financement que j'avais proposé à Christine à un moment. Il y a Christophe Chalençon qui me relance en ce moment. J'ai pas de contact un peu particulier depuis la semaine dernière, c'est tout, je veux voir. Hein. Ok.
Alors on a fait déjà donc cette première présentation, donc avant de redonner la parole à Dominique, on a compris donc quelle avait été votre histoire, votre expérience, comment vous êtes rentré. Maintenant, même si Josiane l'a abordé, on aimerait quand même avoir votre récit, votre expérience sur votre vie dans les manifestations, dans les barrages, et notamment, est-ce que dans votre expérience, Josiane a expliqué qu'elle avait pu, est-ce que vous avez ressenti ce clivage sur l'immigration? Est-ce que c'était possible d'en parler? Ou est-ce que vous avez fait le choix de ne pas en parler pour sauvegarder un petit peu l'unité du groupe? Je pense que c'est intéressant pour le public d'avoir ce témoignage. Donc Dominique, si tu veux aborder autre chose, mais je pose cette question. Ben en fait, moi je pense qu'avant toute chose, je dirais que le jaune c'est une couleur de ralliement. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des problèmes, qui souffrent, moi j'ai rencontré toutes sortes de gens dans les ronds-points. J'ai des gens qui font partie de notre groupe, ce sont des chefs d'entreprise avec des employés. Il y a des gens qui sont malheureusement en arrêt maladie ou en invalidité parce qu'ils sont comme ça depuis très longtemps et les moyens, je ne vous explique pas ce à quoi ça correspond. Donc on rencontre plein de gens à qui on s'attache énormément et tout doucement, parce que 120 jours c'est énorme, tout doucement on s'attache aux gens. Il y a des similitudes de caractère, des similitudes d'idées. C'est vrai quelquefois il est vrai qu'on se met en retrait par rapport à un tas de choses. On est obligé de le faire, la vie en groupe c'est ça. Et c'est vraiment une vie en groupe. Donc ça veut dire que les désaccords qu'on a avec le gouvernement en place actuel, on les retrouve chez tout le monde, plus ou moins fortement exposés, mais on les retrouve chez tout le monde. Je pense que le mouvement, c'est quelque chose qui s'est légèrement éteint, effectivement. Je souhaite de tout cœur que ça revienne, mais ça va venir. Quand on va être à 1,60, 1,65, 1,70, je parle de la province, parce que sur l'autoroute, j'ai vu le gasoil à 1,75 €. C'est quand même pas mal. Et nous, pour l'instant, on est à 521, 1,41, pardon, 1,421. Donc on va bientôt arriver à... je pense autour de 150 balles, 1,50 € le litre, puis on va être très vite on va passer, parce qu'ils veulent beaucoup d'argent tout de suite, forcément il nous fait cadeau de choses, donc il faut qu'il récupère de l'autre côté Macron. Donc je pense qu'on a tous les mêmes revendications, il y en a qui n'arrivent plus à vivre. On a des gens du groupe, on est allé une fois sur 4 mois manger une pizza, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se payer une pizza. Le 15 du mois, ils n'ont plus d'argent pour acheter une pizza. Ça, c'est pas normal. Parce que ce sont ces gens-là qui créent l'économie, qui font tourner l'économie. Et on leur dit, taisez-vous, vous n'allez pas manger, c'est pas grave, continuez à bosser. L'essentiel, c'est que l'image de la France soit bonne. Mais là, je ne crois pas que ce soit la bonne image qu'on utilise pour montrer que la France est un pays fort. C'est le contraire. Donc il ne faut pas arrêter, c'est sûr. Nous, on n'arrêtera pas, il y a des souches là qui sont présentes et qui... Ça fait 120 jours, j'ai peut-être manqué une fois ou deux, mais il y a 120 jours que je suis sur les ronds-points par tous les temps, qui pleuvent, qui ventent. On a toujours été là, on mange sur les ronds-points. Il y a beaucoup de générosité de la part des gens, mais il ne faut surtout pas lâcher. Il y a eu de la casse. Jusque-là, on était un mouvement relativement pacifique. Relatif, parce que tout est relatif. Il y a toujours des gens un peu plus virulents. Nous, on a des gars de chez nous, des jeunes, qui sont mordants. Je peux vous promettre que c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des CRS allemands qui étaient à Nantes. Et vraiment des CRS allemands. C'est une force qui a été créée en 2005 et qui est utilisée actuellement par Macron pour entrer en répression contre les gilets jaunes. Donc ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Ce sont des gens, quand on leur parle, ils ne répondent pas. Et ils ne répondent pas, et pour cause, ils sont allemands. Ils vont avoir du mal à répondre. Ils sont nombreux, oui, ils sont partout. Ils sont partout. Bien sûr, et les Français vont aller dans d'autres pays où ils n'ont rien à voir et où ils vont pouvoir castagner, parce qu'on leur dit, castagner, c'est castaner, c'est normal, mais donc on leur dit, allez-y, vous privez pas, et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, ils utilisent des CRS allemands, et ça j'insiste, je le maintiens, plein de gens me disent, c'est des conneries, non, c'est pas des conneries, on a des gars de chez nous qui en ont été victimes, ils ont pris des LBD de CRS et c'était bien des Allemands. Je vous le garantis, on parle avec eux, pas de réponse, c'est officiel. Donc ça, c'est inadmissible. Les Français, en général, sont revendicatifs. Or là, je ne ressens pas une revendication importante. On dirait que les gens attendent quoi, on ne sait pas. 2 € le litre, 2,50 € le litre, peut-être qu'à 3 €, ils vont commencer à bouger. C'est même pas sûr.
Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de les motiver par tous les moyens possibles et imaginables, mais il faut absolument essayer de les motiver. La démotivation des Gilets jaunes maintenant, elle est entre guillemets explicable. Maintenant, elle n'est pas justifiable. Il faut que ça bouge et il faut les faire bouger. Donc nous, on s'efforce de faire ça. Je serai encore sur les ronds-points dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. J'y serai. Et je pense que... mes collègues aussi. Dominique de Seine-et-Marne. Oui, alors, d'abord, je voudrais dire que moi, je suis un petit gilet jaune. Tu es quand même à toutes les manifestations parisiennes. 1 sur 2, pour être plus exact. Bon, parce que je ne peux pas toujours... voilà. Ma vie privée fait que je ne peux pas toujours y aller. Je participe aussi de temps en temps en semaine à des opérations. Donc, je suis avec des groupes qui sont très actifs en semaine. On n'entend absolument pas parler dans les médias, évidemment. C'est un groupe qui, par exemple, va bloquer les barrières de parking de l'hôpital, parce que maintenant les parkings des hôpitaux deviennent payants. C'est hallucinant de voir ça. Donc ça scandalise effectivement les jeunes avec qui je suis, qui sont des jeunes qui sont profondément épris de justice. Et on fait des opérations le soir aussi pour rendre les péages gratuits, parce que pareil, on sait que l'argent il va en haut, mais pas là où il faudrait, et que c'est du racket. Voilà, et ils font des maraudes aussi pour aider les SDF. Bon, tout ça, évidemment, on n'en parle pas dans les médias. Alors moi, je ne peux pas participer à tout. Je suis un des plus vieux dans le groupe. J'ai moins d'énergie et j'ai aussi une vie de famille qui fait que je ne peux pas tout faire. Mais c'est pour ça que je suis un petit gilet jaune, mais je suis avec des jeunes qui ont une énergie fabuleuse et qui sont vraiment admirables. Pour revenir sur la question de Pierre par rapport à l'immigration et à ce sujet-là, et l'islamisation aussi qui va avec, parce que les deux, je pense, les deux sujets sont liés. Je me suis fait virer d'un groupe parce que j'avais proposé à quelqu'un de relayer son message sur Résistance républicaine. Voilà, ça dit tout, quoi. Donc le sujet est assez tabou, malheureusement. Alors, je ne peux pas en vouloir à ces jeunes-là qui ont été matraqués par le rouleau compresseur médiatique, d'une part, et d'autre part, qui n'ont pas connu comment c'était avant, et qui ont toujours baigné là-dedans, et qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont dans ce jus qu'ils n'ont pas choisi, mais qui leur paraît naturel, en fait. Et donc là, effectivement, on a un vrai travail de réinformation, et donc j'en profite pour remercier Christine et Pierre, justement, par rapport à tout ça. Merci. Jean-Marc de Normandie. Alors, pour ce qui concerne le discours sur l'immigration et l'islamisation de la France, au niveau des ronds-points, ce que j'ai pu voir, c'est que au départ, il y avait les ronds-points des villes et les ronds-points des champs. Les ronds-points des villes sur la banlieue urbanaise, bon, c'était une ancienne... il y a beaucoup de villes anciennement communistes, donc très à gauche. Donc c'est des discours qu'on ne pouvait pas forcément bien mener sur certains ronds-points. Par contre, quand on était sur les ronds-points plus à la campagne, on avait plutôt des gens qui étaient proches de nos idées et qui comprenaient effectivement que l'immigration était un problème et l'islamisation de la France était un véritable problème pour l'avenir. Au fur et à mesure, ça a évolué, puisque sur les ronds-points, on retrouve aujourd'hui quasiment à longueur de semaine des gens qui sont à la retraite. Donc des gens qui entendent le discours, qui ne veulent pas forcément l'entendre, par peur, par crainte. C'est pas facile à voir. Par contre, dans les manifestations qu'on peut faire le samedi, on essaye toujours d'informer les gens, parce que beaucoup de gens ne sont pas forcément comme nous, ne s'intéressent peut-être pas suffisamment au sujet, ne veulent pas le voir, peut-être aussi par moment. Mais le but des manifestations, pour nous, c'est systématiquement engager le dialogue sur cette islamisation rampante qu'on subit tous les jours. Les gens, en fin de compte, après la discussion, s'aperçoivent qu'ils ne connaissaient pas un certain nombre de points et sont intéressés par moment. Des gens m'ont dit depuis quelques manifestations qu'ils ont été voir les sites de Résistance républicaine ou d'autres sites patriotes, mais c'est très compliqué au quotidien.
Les gens sont dans un premier temps venus pour une question de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, effectivement, les mouvements de gauche sont très présents. On voit les mouvements d'extrême gauche, TNPA, être très présents en début de cortège et manifestations. Les antifas, ils sont là pour casser. Ils sont les complices du gouvernement. On fait en sorte qu'ils rentrent dans les manifestations afin de pouvoir faire de la casse et mieux permettre au CRS d'intervenir, ou à la BAC. C'est visible. On voit très bien que si la BAC voulait faire son travail d'arrêter tous ces agitateurs, il pourrait le faire facilement, mais c'est une volonté de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de faire passer les messages sur l'islamisation, mais bon, comme à notre habitude, on continue, et on continuera. Avant de donner la parole à Thomas, il y a Dominique de Bretagne qui, sur l'immigration, souhaite ajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire quelque chose d'important. Déjà, au départ, j'ai oublié de parler des retraités. Donc, les retraités, moi, j'ai connu des gens qui, sur le rond-point, touchent 230 balles par mois pour vivre. Des gens, oui, madame, des gens qui vivent avec 230 € par mois. Des dames, notamment, qui n'ont jamais travaillé parce que les femmes ont eu des enfants, donc généralement, elles ne travaillent pas. On est, pour en revenir aussi à ce dont tu parlais tout à l'heure, Pierre, il faut savoir qu'on essaie de ne pas, comment dirais-je, de ne pas froisser les autres. Alors, pour ceux qui ont une certaine retenue, je dirais, on arrive à le faire, et pour d'autres qui sont opposés à ce qu'on leur émet comme idée, là, ça devient tout à fait différent, parce que la plupart du temps, ils vous demandent de vous taire. Hein. Ça, on ne peut pas aborder ces sujets-là, il ne faut pas en parler. Or, moi, je pense que dans un état de liberté, il faut parler de tout, du bien, du mal, de ce qui gêne et de ce qui ne gêne pas. Il semblerait qu'en France, on n'aime pas parler de ce qui gêne. Moi, je crois qu'il faut que nous, on soit les porte-parole de ça et qu'on exprime notre mécontentement à ce niveau-là. Hein, l'immigration, c'est vrai que... Moi, je suis nationaliste. Ça veut dire quoi? Vous savez, je dis souvent ça sur les ronds-points à des gens. Moi, je me rappelle d'images quand j'étais petit. Quand j'étais petit, hein, j'avais 12 ans, je me rappelle des Corses. Vous vous rappelez de ça sûrement? Quand ils étaient dans le maquis, avec les cagoules, les mitraillettes et des t-shirts marqués « Corsica Nation ». Ils se disaient nationalistes. Qui est-ce qui dirige la Corse maintenant? Posez-vous la question. Mais il y a quand même bien des gens qui faisaient partie de Corsica Nation qui sont à la tête, hein. Même si quelque part ils sont un peu fendus. C'est vrai, je reconnais. Mais donc il ne faut pas avoir peur du nationalisme. Moi je suis nationaliste, je veux défendre mon pays. Mon pays, je trouve qu'il le mérite. C'est un beau pays, la France. C'est un très très beau pays. Et je pense qu'il ne faut pas le galvauder. Or actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. On galvaude la France, on vend les affaires françaises qui sont saines. On a vendu récemment l'aéroport de Paris qui gagne beaucoup d'argent. C'est un apport d'argent terrible pour la France. Malheureusement, c'est plus à nous. Ça va, en tout cas plus à la France. Hein. Ça appartient à des privés qui vont se mettre de l'argent plein les fouilles. Donc ça, c'est pas très normal. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc il faut qu'on montre l'exemple, il faut se battre tous les jours. Et je voulais donc simplement dire que par rapport à cet état de fait, je pense qu'effectivement en France, il y a assez de Français qui ont besoin de travailler, qui pourraient travailler si on ne prenait pas leur boulot, même si c'est un discours qui est éternel et qu'on entend tout le temps et souvent, mais s'il est réaliste, il faut admettre qu'on n'a plus les capacités de recevoir du monde, il va falloir que ça s'arrête à un moment ou à un autre, de gré ou de force, afin que nous, nos jeunes, puissent travailler. J'ai fait une réunion à la mairie de Ferrel il n'y a pas très longtemps, où quelqu'un est venu me dire, de toute façon, l'avenir de nos enfants, c'est de partir à l'étranger. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce que... On l'a viré, hein, il est parti. Hein. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? L'avenir de nos enfants, c'est de partir à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, manifestement, pour certaines personnes, il n'y a plus de boulot pour les jeunes. Ils ne doivent plus rester là. C'est ça la mondialisation? Alors je suis contre. Ok, Dominique. Thomas, vous êtes ouvert? Alors, moi, ce que j'ai pu voir à Beauvais, et aussi ne pas voir, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes, sans qu'on ait besoin de faire beaucoup de propagande, peuvent avoir déjà quelques a priori, on va dire, sur l'immigration au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, puisque déjà, ils ne voient pas d'immigrés. D'accord, on n'en voit pas beaucoup. Alors à part en fin de cortège à Paris pour aller piller des boutiques ou foutre le feu à des voitures, ça on en voit, on en a vu à la télé, mais on n'en voit pas sur les ronds-points, en province, on ne voit pas depuis plusieurs mois. Donc, premier constat que peuvent faire les Gilets jaunes, c'est qu'ils vivent sûrement un peu mieux que nous.
Puisque eux, apparemment, le litre de gasoil à 1,50 €, les taxes et impôts divers, ça ne les dérange pas. A priori, la CAF et l'économie souterraine subviennent largement à leurs besoins. Donc on voit déjà des gens qui ne sont pas concernés. Ceux qui vont manifester, ce sont les petits blancs, ce sont les Gaulois. Les Gaulois qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts alors qu'ils travaillent tous les deux. Donc déjà, tous les deux, je parle dans un foyer. Alors déjà, les Gilets jaunes peuvent s'apercevoir de ça. Ils peuvent bien s'apercevoir. Ceux qui sont sur les ronds-points, comme monsieur depuis des mois, ils ne sont pas rejoints par des gens d'origine afro-maghrébine. Non, ils ne se sentent pas du tout concernés. Et comme je vous le dis, je pense qu'ils vivent beaucoup mieux que nous. Alors qu'ils sont sans arrêt en train de se positionner en victimes du racisme, victimes de l'État, victimes de tout. Voilà, c'est à peu près leur seule revendication, c'est de dire en gros, nous sommes des victimes. Mais en attendant, ils ne se sentent pas concernés par un mouvement social. Car ça, c'est véritablement un mouvement social. De gens qui n'en peuvent plus, de gens qui sont écrasés de taxes, de charges. Tout est trop cher, tout devient trop cher pour les gens. Moi je suis encore d'une génération où si on travaille tous les deux, on peut difficilement se payer une maison. Mais qu'est-ce que ça va être pour la génération de mes enfants? C'est-à-dire que maintenant, avec 2 salaires, on a du mal à se payer son propre logement. Imaginez ce que ça va être pour la génération suivante, et encore la génération suivante. En revanche, c'est sûr que les immigrés n'ont pas trop de problèmes de logement, puisque la totalité des logements sociaux leur sont réservés, puisque même si des Gaulois ont un logement social dans certains quartiers, ils n'y vont pas, ils ne le prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien l'enfer qu'ils vont vivre avec la promiscuité, avec la diversité, si je veux rester poli. Alors, il y a aussi des éléments concrets de l'immigration qu'on voit sur les ronds-points. Quand on voit arriver une voiture qui vaut 30 000 € avec dedans un Maghrébin de 25 ans, on se doute bien que ça n'a pas été gagné à la sueur de son front. Enfin, tout du moins, on se doute que ce soit un ingénieur, un riche entrepreneur, enfin si, un entrepreneur, mais peut-être pas avec quelque chose de légal. Voilà, on sait très bien, les gens ont compris, il n'y avait même pas besoin de leur dire, ils savent que c'est un dealer. Tout le monde sait que c'est un dealer. À 25 ans, un Maghrébin de 25 ans avec une Maserati, c'est un dealer. Et ça, les Gilets jaunes savaient faire la différence. Alors, je dis savaient, puisque, effectivement, avec la mainmise un peu partout de la gauche, de l'extrême gauche, parce qu'en fait, des gens formés politiquement de gauche et d'extrême gauche savent faire taire en fait ceux qui vont dire parce que évidemment beaucoup des Gilets jaunes ne sont pas formés politiquement. Alors forcément, s'il y en a un qui dit regarde encore l'arabe, le dealer, puis l'autre va lui dire attends, on est un mouvement social, pas de racisme, pas ici. Alors le type, il n'a pas forcément la formation politique pour justement, alors que beaucoup pensent comme lui, mais le type d'extrême gauche formé, le syndicaliste, des gens qui n'ont que ça à faire, et des gens qui savent infiltrer les manifestations, vont l'empêcher de parler de ce genre de choses de manière pacifique ou de manière moins pacifique. Puisque s'ils sont suffisamment nombreux, les gauchistes vous diront pas de fachos, fâchés mais pas fachos, enfin leur slogan à la con là, et donc ils vont foutre dehors les personnes qui justement vont amener ce sujet crucial de l'immigration. Car ce qu'il faut bien comprendre, ne serait-ce qu'économiquement, pour faire des économies, l'État, quelle est la variable d'ajustement économique immédiate dont dispose le gouvernement? C'est l'immigration, c'est le coût de l'immigration. La dette, on ne va pas l'annuler d'un claquement de doigts. En revanche, l'immigration, à partir du moment où on ne finance plus l'immigration, on rend du pouvoir d'achat aux Français, on peut baisser les taxes, puisque c'est un coût absolument énorme. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, quelqu'un nous en parlera, mais c'est aux alentours de 115 milliards d'euros par an. Bon, on peut à quelques milliards d'euros près, mais c'est un poids phénoménal. À part quelques fous gauchistes, il faut bien savoir que l'immigration ne rapporte rien à la France. De toute façon, des gens qui n'ont même pas été capables de construire leur propre pays, je ne vois pas quelle richesse ils pourraient nous amener à nous en France. Alors, ce sujet, comme je vous le dis, est crucial économiquement. Puisque si nous payons des taxes et des impôts, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour entretenir qui? Vous croyez que ça coûte combien de recevoir des migrants? En 2019, Emmanuel Macron a promis, le gouvernement Macron va offrir 16 000 logements gratuits aux migrants. Aux migrants, aux clandestins. Je ne vous parle pas de tous les logements sociaux qui sont squattés par des parasites étrangers. Tout ceci, ça a un coût. Ça a un coût. Et qui le paye?
Eh bien c'est vous, ce sont les gilets jaunes. Ce sont ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent en 3-8, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui payent des taxes, parce que même ceux qui ont des petits salaires qui ne payent pas d'impôts, mais eux aussi payent des taxes. Tout ce que vous achetez, la TVA, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi sur votre feuille de paye? Et même les petits patrons, les artisans, quand ils veulent prendre un employé, combien ça coûte? C'est une fortune. Et tout ça, c'est pour entretenir quoi? C'est pour entretenir qui? Et c'est là qu'il faut faire ouvrir les yeux. La France, depuis plusieurs décennies, subit une invasion migratoire, une colonisation de peuplement, et même, si ce n'était pas très à la mode de le dire, vu les derniers événements en Nouvelle-Zélande, eh bien un grand remplacement. Il existe, c'est la réalité. Et ceux qui le disent, c'est des menteurs. Alors ce discours-là, évidemment, je ne peux pas forcément le tenir de cette façon-là sur les ronds-points auprès des Gilets jaunes, mais bon, à Beauvais, je suis un petit peu connu, et donc en fait, les gens qui ont envie de parler avec moi ne viennent pas me parler, ceux qui ont envie de parler avec moi sont déjà convaincus. Donc ça, c'est aussi, on va dire, l'avantage ou le désavantage d'être un politique. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu à devoir, en fait, débattre avec des gens pour ou contre l'immigration, puisque déjà, quand ils m'ont vu arriver, enfin, ils me connaissent à Beauvais, et forcément, ils savent quel est mon point de vue sur la question. Donc, mais c'est un sujet qu'il faut systématiquement remettre sur le tapis, quitte à se faire virer, peu importe, même si vous vous faites virer, vous avez l'impression d'être tout seul au milieu d'un océan de gauchistes, vous en aurez toujours au milieu qui penseront comme vous, car nos idées sont majoritaires. Et vous savez pourquoi elles sont majoritaires? Parce que nous n'avons jamais eu de référendum sur l'immigration ou l'islamisation. Voilà pourquoi, et ça c'est une preuve. Josiane? Alors, on aborde la question de l'immigration qui est pour moi le fondamental. À Nice, inutile de vous dire, si vous avez connu Nice, si vous n'êtes pas venu depuis quelque temps, vous vous demandez où vous vous retrouvez. Nous ne sommes pratiquement plus en France, ne parlons pas de Marseille, qui est une ville arabe, complètement arabe. Alors, donc, l'immigration. Je voudrais d'abord aborder le monsieur là, qui a parlé de 230 € de retraite par mois. Je dois vous dire que j'ai travaillé 40 ans à la sécurité sociale et que j'étais assistante sociale. Donc ça, j'ai tout vu. Et la dégringolade du système. Et particulièrement quand Mitterrand est arrivé et que je me suis engagée en 83 dans un parti politique qui est au Front National. Et j'étais donc avec Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que je suis encore là pour mener le combat. Parce que c'est un combat difficile, mais qu'il faut poursuivre parce que nous avons des chances, si nous sommes unis les Français, d'aboutir. Parce que la situation aujourd'hui est beaucoup plus grave. Et nous avons vu la législation changer. On déshabillait Paul pour habiller Mohamed. Mohamed, je n'ai rien contre Mohamed, mais Paul chez lui doit être reconnu. Et quand vous parlez de 230 €, c'est la vérité. Marine Le Pen s'est fait attaquer ces derniers temps, excusez-moi de parler sur le problème, quand elle a déclaré que les migrants avaient plus que les retraités français. C'est vrai. Et je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Vous avez une retraite qui est donnée à partir de cotisations versées. Si vous n'arrivez pas aux 862 € dont on parle aujourd'hui, on vous donné un différentiel. Ce différentiel est calculé donc, pour arriver aux 862 € dont on parle tous, donc vous avez tout le monde, tous les Français en droit, faux. Parce que ce différentiel, à demain, au moment de votre décès, on peut mettre une hypothèque sur vos biens. Alors vous avez ces petites gens qui n'ont pas beaucoup travaillé, qui avaient des endroits modestes, ils n'ont pas versé beaucoup de cotisations, mais comme ils sont des générations où on économisait, on ne jetait pas son argent par la fenêtre, on n'achetait pas 3 machins quand on en avait besoin que d'un. Et voilà la société de consommation qui a amené les gens à consommer plus qu'ils avaient besoin. Et on fait des économies. Et j'ai un cas en tête là, dont je m'occupe actuellement à Nice, 83 ans, une petite maison à la campagne sur les hauteurs, et elle a 550 € Et elle me dit, mais madame, si je demande ce qu'on appelait autrefois le Fonds National de Solidarité, et quand les gens venaient me voir, ils appelaient ça le Front National de Solidarité, et ils ont changé le terme puisque ça s'appelle l'allocation ASPA, allocation sociale personnes âgées. Donc c'est ce complément. Si la personne décède et qu'elle a des enfants et qu'elle a bénéficié de cet avantage, hypothèque sur le bien. Et l'État récupère l'argent qu'on vous a avancé. C'est pour ça que Marine, quand elle dit ça, elle a totalement raison. Et d'autant plus raison qu'il y a une association de Grenoble, dans les années 95, qui s'est battue avec le Conseil de l'Europe et a obtenu pour les Maghrébins
le même avantage. Mais nous ne pouvons pas mettre d'hypothèque dans les pays étrangers. Et ils touchent la même chose. C'est pour ça qu'ils se sentent supérieurs. Et ils sont supérieurs à cause de ces hommes politiques qui nous vendent depuis tant d'années. Et cette droite qu'on dit droite, c'est pas de la droite, c'est du mesclun, enfin le mélange des niçois, là. Hein, et ils sont au niveau national. Et ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire ça. Et aujourd'hui, pourquoi les Maghrébins ne se manifestent pas? Parce qu'ils ont des avantages, ils sont prioritaires. Je parle de Nice par Madame Estrosi, pas la nouvelle, l'ancienne, hein, qui a été présidente de l'office d'HLM. Eh bien, elle donne même 2 appartements quand le Maghrébin a 2 femmes sur le même étage. Il faut distribuer, je sème à tout vent, donc de l'une, l'autre, comme ça on a 6-7 gosses, et je les ai vus dans l'administration, j'étais dans l'administration. Donc ça, c'est un avantage qu'on leur donne. Ils n'y sont pas aussi, moi je pense, parce qu'ils voient que les Français bougent. Et je crois, c'est pour ça qu'il faut continuer nos actions, nos manifestations dans la rue. Et vous savez, l'arabe est fort avec le faible et faible avec le fort. Il ne faut pas l'oublier. Apporter ces précisions, mais l'histoire des retraites plus importantes aux migrants qu'aux personnes âgées, aux retraités français, c'est vrai, par ce calcul. Au revoir, merci. Oui, je voudrais rebondir sur un sujet qui n'a pas été trop abordé, c'est le déficit démocratique. La France, le peuple, c'est le peuple, le souverain, c'est le peuple. Et il y a des élections, effectivement, mais vous savez, les élections, j'ai essayé, je me suis présenté plusieurs fois, c'est tout bidonné. Les journaux locaux font passer qui ils veulent et ça ne marche pas. Et ils font une politique qui n'est pas celle qu'ils annoncent. Et donc, c'est pour ça que c'est la nécessité du référendum, je reste là-dessus, qui est nécessaire. Ensuite, je voudrais vous parler d'une expérience. Je vais très souvent dans les pays arabes, mais les vrais pays arabes, la péninsule arabique, le golfe Persique. Eh bien, quand je vais au golfe Persique, j'avais même une entreprise à un moment là-bas, eh bien, quand j'arrive, je paye. On me donne un visa, et un visa temporaire. Je dois rester 30 jours, je ne peux pas rester 31 jours. Une fois, j'avais bénéficié d'un billet spécial des Anglais qui inauguraient une nouvelle ligne, mais il fallait rester 1 mois et demi. Et bien, le 30e jour, le 28e jour, je me suis présenté à un bureau spécial. J'y suis resté une demi-journée et ils ont retamponné mon passeport et j'ai repayé. C'est la seule façon de rentrer dans ces pays. La deuxième, il en existe une deuxième, c'est pour venir pour travailler, parce qu'ils sont tellement feignants qu'ils n'ont personne, et ils sont obligés de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Mais les contrats de travail, vous devez les avoir avant de rentrer. C'est-à-dire, quand vous vous présentez à la douane, vous devez présenter votre contrat de travail, et ensuite, c'est l'employeur qui, tous les mois, paye les visas. Et donc, il n'y a aucune allocation, rien du tout, et ça marche bien. Et quand les étrangers les ennuient, ils les foutent dehors. Et il n'y a pas de problème. J'y étais il y a 2 ans quand R2D2 disait que... C'est 15-9, ça, non? Oui, c'est 15-9, qui avait vu 164 voitures qui avaient brûlé en France. Là-bas, j'ai pas vu une voiture brûlée. Pas une. Voilà, c'est une expérience. Merci. Je passe à la 3e parce que là, il y a une dernière question, hein, parce qu'il est 11h24, à 11h30 on doit avoir, donc je vais vous demander, on va tricher un peu, je vais vous demander 2 minutes chacun. Donc hier on était à l'acte 18, les médias ne parlent naturellement que de la casse aux Champs-Élysées, qui par ailleurs n'est pas viable, hein. Et donc j'aimerais, avec vos expériences différentes, avec votre enracinement dans les Gilets jaunes, avoir votre regard, votre point de vue sur cette journée d'hier, et selon vous, ses conséquences sur le mouvement. Et je vous remercie de faire 2 minutes. Bien, déjà, je voudrais commencer par m'excuser auprès de tout le monde parce qu'on ne peut pas forcément parler de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent. Il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire, mais peu importe, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Une chose est certaine, c'est que par rapport à ce qui s'est passé hier, ça fait 4 mois qu'on est tranquille. Moi, je suis tranquille, je suis sur les ronds-points. J'ai 65 ans, donc c'est vrai que je suis en retraite et je ne me vois pas en train de me battre avec des CRS. Ça se passerait très bien pour eux, ils n'auraient pas de mal, hein. Bon, ceci étant, c'est vrai que on est sur les ronds-points depuis 120 jours. Nous avons des jeunes sur le terrain qui y vont tous les samedis.
tous les samedis, un coup à Rennes, une fois à Nantes, une fois à Vannes, mais ils y sont tous les samedis. Et je pense que la casse qui est survenue hier dans la 18e phase des manifestations, elle est normale, elle est logique, parce que ça monte crescendo, ça monte en puissance, ça va encore monter. Je pense qu'il n'a pas compris, Macron, Castaner non plus d'ailleurs, mais ils vont comprendre. Hein. Il y a un moment donné où ça va forcément exploser. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des gilets jaunes étrangers qui sont venus. Ça va se renouveler l'expérience, ça va être de pire en pire, et je pense qu'à un moment donné, l'idéal, ce serait que les CRS changent de camp. Peut-être que ça viendra, bon, mais sait-on jamais. Mais en attendant, on va maintenir le cap en ce qui nous concerne, nous. Moi, je suis retraité, je pense qu'il y a d'autres gens ici qui sont comme moi. Donc, excusez-nous de ne pas avoir parlé de tout, de ne pas avoir donné tous nos sentiments. En plus, il y a un début de crève, donc je ferai la bise à personne, comme ça je ne transmettrai pas, mais... En tout cas, je suis de tout cœur avec tout le monde et je sais que c'est un beau pays que nous avons, il faut le défendre, il faut le protéger à tous les niveaux, au niveau des frontières, au niveau de tout ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire subir, parce que leurs seuls intérêts à eux, ce sont des intérêts financiers. Quant à la casse qu'il y a eu, elle a eu lieu sur des symboles, vous savez lesquels? Fouquet, c'est quand même un symbole, hein. Et je pense qu'en plus, c'est même pas les gilets jaunes qui ont mis le feu, ce sont les CRS avec des grenades de désencerclement. Donc ça, c'est assez étonnant quand même. Voilà. Voilà, moi je tenais avant toute chose à m'excuser parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on a vécu. 4 mois, c'est long. Je pourrais pas, il me faudrait du temps pour vous expliquer tout ça. J'ai rencontré des gens formidables et on va continuer pour la cause, pour le mouvement et pour la France. Dominique, donc, qui est une fois sur deux à Paris. Voilà. Donc hier j'y étais. Il y était. Hier j'y étais, c'était très pénible. On m'entend? C'était très pénible parce que, en plus des gaz lacrymogènes qui étaient largement utilisés, il y avait la fumée âcre des bâtiments qui brûlaient à cause des black box qui foutaient un bordel terrible. Et en fait, on était nassés sur les champs parce qu'ils avaient décidé de ne pas nous laisser sortir, bêtement. Donc du coup, les black box étaient protégés par les gilets jaunes puisqu'ils étaient en plein milieu. Et les gilets jaunes allaient en bas, en haut, en bas, en haut, en fonction des doses de lacrymo qui étaient envoyées par les CRS, qui laissaient faire en toute impunité les black box pour cramer des trucs. Donc c'était entre cette fumée-là et les lacrymos, c'était assez pénible. Que dire d'autre par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faudrait quand même réfléchir aussi un petit peu, je vais être un peu utopiste, à la nature humaine. Parce que j'ai entendu une fois un gilet jaune qui disait ouais, les bourgeois, il faut s'en débarrasser, etc. Et puis il y en a un autre à côté qui disait mais tu sais, nous, si on était à leur place, on ferait pareil. Et je me dis qu'il faut aussi faire un travail sur soi. Et le propre de l'homme, c'est de lutter contre lui-même. Et je pense que si en haut, si nos élites se gavent comme ça sans fin, c'est parce qu'elles ne se fixent pas de limites. Et on a un travail comme ça, un petit peu d'introspection à faire, en disant si nous on était à leur place, est-ce qu'on ferait pareil? Et, bon, moi j'ai la fin. J'espère que je ne ferai pas pareil. Et pour ça, moi je pense aussi, du coup, dans cette lignée-là, qu'il faudrait instaurer un salaire maximum, ne serait-ce que pour le symbole, pour que ces gens-là se rendent compte qu'à partir d'un certain moment, il y a une indécence qui se crée, hein, et qu'elle devient absolument insupportable. Et qu'on peut très bien vivre, allez, je sais pas, je vais dire un chiffre, avec 14 000 € par mois, je pense qu'on peut très très bien vivre et que c'est pas la peine qu'on en ait plus, quoi. Et voilà. Et je termine sur un petit mot pour nos blessés, une vingtaine d'éborgnés, salement, éborgnés à vie, la petite Fiorina, 20 ans, qui s'est pris un tir de flashball dans l'œil, c'était sa première manif, c'est dégueulasse. Et je pense qu'un jour, Macron et Castaner doivent être jugés pour ça. En ce qui me concerne, moi n'étant pas allé du tout manifester à Paris, mais je suis resté systématiquement sur Rouen. Au niveau des casseurs, effectivement, ils sont présents systématiquement, ils sont visibles, ils sont les complices de l'État. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment déterminés dans le mouvement. La misère, elle est là, elle restera. Donc je ne pense pas que ça se terminera, le mouvement. Ça prendra certainement d'autres formes parce que bon, il y a certainement une lassitude au niveau de manifester comme c'est le cas aujourd'hui. Sur les ronds-points, il y aura toujours du monde jusqu'à temps que les cabanes pourront se remonter. Parce que systématiquement, les cabanes, chaque semaine, sont démontées par autorisation et volonté du préfet. Donc je pense que ça continuera. Moi, ce que je trouve beau,
les gens ne s'aperçoivent peut-être pas de ce qu'ils disent, mais il y a un moment qui peut correspondre à nous, à Résistance républicaine. C'est quand on demande dans la manifestation quel est votre métier, gilet jaune. La réplique c'est AO, AO, AO. Si on connaît l'origine de ces mots-là, c'est beau, puisque c'est quand même, la légende dit que c'est 300 Spartes qui ont combattu les Perses. Donc ça peut nous donner confiance pour l'avenir. Voilà. Thomas, 2 minutes. Oui, alors concernant la journée d'hier, il est évident que ça a de nouveau donné une très mauvaise image des Gilets jaunes, puisqu'on a pu voir sur l'ensemble des chaînes d'information gouvernementales, on peut le dire, que clairement, voilà, de la casse, des choses brûlées, et là, c'était flagrant, puisque ce sont des extrémistes de gauche, les Black Blocs, qui étaient au milieu des manifestants, qui ont provoqué les violences, le vandalisme, pillage de boutiques, le Fouquet's qui brûle, bon voilà, c'est signé, ça c'est pas le gilet jaune lambda qui fait ce genre de choses. Et là, étonnamment, il n'y a pas eu beaucoup de flashballs, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'éborgnés chez les Black Blocs, il n'y a pas eu de charges, il n'y a pas eu de gens tabassés, comme ça a pu avoir lieu ailleurs sur des gilets jaunes pacifiques. Non, là donc, voilà, c'est clairement une preuve que ces gens-là sont là pour rendre service au gouvernement, salir l'image de la révolte populaire des gilets jaunes, et malheureusement ça fonctionne, puisqu'ils arrivent à chasser les patriotes dans les grandes villes, hein, je parle principalement dans les grandes villes, où l'extrême gauche a mis la main mise avec l'aide du gouvernement sur le mouvement des Gilets jaunes et sur les manifestations. Et malheureusement, on a pu le voir à Paris hier. Pour une fois, on aurait voulu voir plus de répression. Plus de répression, parce qu'ils étaient identifiables. Ils n'avaient même pas de gilets jaunes sur eux. De temps en temps, ils en mettaient un. Ils voyaient clairement qu'ils mettaient le feu, qu'ils cassaient, qu'ils vandalisaient. Pourquoi il n'y a pas eu de charge? Pourquoi il n'y a pas eu de tir massif de flashball? Pourquoi? Non, là, il n'y en a pas eu. Là, apparemment, ce n'étaient pas les ordres qui étaient donnés. Et bien voilà, ça, c'est exactement ce que veut faire depuis des mois. C'est le pourrissement de la situation pour rendre les gilets jaunes impopulaires en disant « Regardez, ce sont des voyous, ce sont des casseurs », alors qu'en fait, les voyous et les casseurs sont infiltrés dans le mouvement des gilets jaunes. Alors, pour relancer ce mouvement, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, à la base de ce mouvement, aux revendications de base. Et les revendications de base, c'était des revendications antifiscales, poujadistes, disons-le, moi je n'ai pas peur de le dire, et pas des revendications de gauchistes. Alors je vais peut-être en choquer quelques-uns, comme le rétablissement de l'ISF. Donc en gros, pour lutter contre la répression fiscale, on vous demandait à Macron de rétablir le seul impôt qu'il a supprimé. Formidable, avec ça on va aller loin. L'ISF, c'est un impôt qui coûte plus cher à collecter et qui fait fuir les capitaux du pays. Alors qu'il fuit déjà beaucoup, puisque nous sommes dans un pays néo-soviétique. Les gens parlent de Macron, l'ultra-libéral. Mais vous avez déjà essayé de monter votre entreprise? Vous verrez l'ultralibéralisme de la France. Nous sommes dans un pays quasi soviétique. Voilà la réalité. Dans un pays ultralibéral, les commerçants, artisans, patrons de TPE et de PME ne sont pas surchargés de taxes, ils ne sont pas obligés de mettre la clé sous la porte, alors même que leur entreprise fonctionne. Donc il faut arrêter avec ces revendications de gauchistes qui ne mèneront à rien et qui entraîneront, si elles sont appliquées, encore plus d'impôts, encore plus de dépenses publiques. Je crois qu'il faut revenir à la base de cette mobilisation, c'est-à-dire moins d'impôts, moins d'immigrés, plus de liberté. Josiane, 2 minutes. Oui, 2 minutes. Moi hier, donc j'étais à Paris, je suis allée faire un tour le matin, jusqu'à midi et demi, les choses étaient tout à fait normales. Les Français étaient là, c'était très convivial. Et puis là, j'ai vu que ça commençait à bouger, donc j'ai tourné au Fouquet's, là, je suis remontée, ils avaient tout cerné, enfin il m'a fallu longtemps pour monter. Sur Nice, ça continue, mais je crois que nous avons besoin de persévérer avec opiniâtreté et régulièrement, tous les samedis. Vous savez, le milieu politique, dès qu'il y a des mouvements comme ça, il n'aime pas. Et même si Macron et Castaner essaient de nous barrer et de nous rendre coupables, parce que Castaner a dit tous ceux qui étaient présents sont responsables et ont aidé à la démolition. Faux, c'est à eux qu'il faut renvoyer donc la réponse, c'est eux les responsables de cette situation. Mais si nous lâchons, et là, puisqu'on est quand même assez nombreux, dites autour de vous d'aller rejoindre les Gilets jaunes, parce que les gens ont peur. C'est vrai qu'ils ont peur, mais il y a des endroits où c'est pas du tout violent, où c'est beaucoup plus pacifiste et surtout pas violent comme Nice, comme Paris, pardon. C'est dommage pour ces magasins, mais
ça va faire travailler le commerce. Hein. Ils ont des fonds, ils sont assez riches pour les refaire. Ça va. Mais oui, on parle d'eux. Regardez, on n'arrête pas de parler d'eux à la télévision et on les plaint. Ça se passerait dans des quartiers de gens modestes, on n'en parlerait pas autant. On en parle une fois et puis terminé, et encore, et encore. Voilà. Alors, ça c'est un problème, mais je pense que si nous faiblissons, eh bien, ils nous mettront un peu plus de grappin dessus. Et il faut. L'autre, il est rentré du ski, là, hier soir, très tard, vous l'avez vu. Et puis l'autre, il était dans boîte de nuit la semaine dernière. Ah, c'est pas mal. Pour des gens qui sont responsables d'un pays où il y a de gros problèmes. Voilà, moi, nous, sur Nice, nous continuons. Même si nous n'avons pas beaucoup de jeunes, il faut le dire. Mais les gens sont très volontaires. Et vous savez, l'immigration, c'est un problème qu'on connaît, parce que la ville de Nice s'est considérablement transformée. Merci, Josiane. Alain? Oui. Je veux simplement dire qu'il faut continuer le mouvement, ne baissez pas les bras et il faut y aller. Alors je voudrais simplement rappeler une chose qui n'a pas été dite, c'est que c'est à cause de l'Union européenne si on est dans cette situation. Il faut savoir que le 7 juin 1975, c'est pas d'aujourd'hui, regardez sur internet, 7 juin 1975, les accords de Strasbourg, où on s'est mis pieds et poings liés à l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique. Et donc j'ai sous mon stand là-bas tous les textes de l'OCI qui disent que comment ils vont envahir l'Europe. Et personne n'a rien dit, personne ne fait rien. Il y a même à Lyon, notre Guignol, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est maire de Lyon maintenant, il a donné 2 millions d'euros à la mosquée de Lyon. Il faut le savoir, 2 millions d'euros. Colomb. Alors, on fait un procès, j'ai fait un procès. On a perdu en première instance parce qu'il y a une différence entre cultuel et culturel, mais on ne désespère pas de se battre. Et avec les conseils de mon ami Guianon, là, on va essayer en appel de gagner. Merci pour ce passionnant débat. Comme le disait Dominique, il aurait pu durer des heures et des heures, tant il y a de choses à dire. Mais je vous propose qu'en même temps, ces 6 militants et militantes sont représentatifs avec leurs différences de la richesse de ce formidable mouvement. Et par rapport à ce qu'est leur investissement depuis 4 mois, je vous propose de vous lever tous et de les applaudir et d'applaudir le mouvement.